Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Laurette Onkelings. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de groupe PS à la Chambre et aussi présidente de la Fédération bruxelloise du PS. Un petit mot sur l'information de ce matin. On s'y attendait. Brussels Airlines est repris par la Lufthansa. Alors, Brussels Airlines va garder son nom. Pas de plan de restructuration prévu, des investissements. Finalement, c'est assez rassurant par rapport aux craintes qu'on avait. Oui, il faudra voir évidemment dans l'évaluation de l'accord si notamment les clauses sur l'emploi seront respectées. Mais quand on parle de compagnie aérienne, on parle évidemment avions et de toute la polémique sur le bruit des avions. Je crois que c'est surtout ça qui intéresse notamment les Bruxellois. En la matière, je veux dire vraiment tout mon soutien au gouvernement bruxellois. Vous savez que se prépare de la part de la Flandre un conflit d'intérêts contre Bruxelles qui entend faire respecter les normes de bruit et je veux vraiment dire qu'il faut continuer à être ferme, oui à une activité évidemment à l'aéroport, oui à la défense de l'emploi, mais oui à la défense d'un cadre de vie serein, beaucoup plus serein qu'à l'heure actuelle pour les Bruxellois. Alors, par rapport à l'entrée en vigueur de cette tolérance zéro sur les normes de bruit en janvier, oui. Bru Cargo disait hier, attention, il y a 2 entreprises de fret qui délocalisent, d'autres le feront peut-être. Ça veut dire que ce n'est pas grave si le fret quitte l'aéroport? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de chantage à l'emploi. Ça suffit. Il faut, au contraire, se dire que le ministre Belot, qui est responsable en la matière, doit remettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions. Mais ça n'avance pas beaucoup, ça. Ça n'avance pas du tout. Vous avez totalement raison. Madame Galland avait dit, en 2015, je réfléchis, en 2016, j'agis. Il n'y a rien. Puis le ministre Belot est venu en disant, 2016, je réfléchis. D'accord. Maintenant, si on pouvait passer à l'action, ce serait pas mal. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi je défends la région de Bruxelles-Capitale? Parce qu'avec les normes de bruit, la fin des tolérances, elle a un outil majeur pour imposer au ministre Belot d'agir, pour que les zones les plus densément peuplées soient moins survolées et qu'on arrête de jouer avec les normes de vent de telle manière que ce soit toujours les Bruxellois qui reçoivent le plus de bruit. Ouais, alors ça va atterrir maintenant sur la table du comité de concertation État-Région. Ça ne se passe pas toujours bien dans ce comité-là. On attend la commission métropolitaine, c'était prévu dans la 6e réforme de l'État, un lieu où on peut discuter des dossiers un peu transversaux qui posent problème. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Oh, moi je l'appelle aussi de mes voeux, M. Serex a raison, ce serait quand même bien de pouvoir parler Bruxelles et tout sa grande périphérie, je veux dire, c'est les villes autour de Bruxelles, mais aussi les régions autour de Bruxelles, la région wallonne, la région flamande, de pouvoir discuter de problèmes que nous avons en commun. Et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas ? De mobilité. Tout ça, il faut de la bonne volonté pour créer une communauté métropolitaine. Et on ressent qu'en Flandre, ils n'en veulent tout simplement pas. Et donc j'espère que là aussi, on pourra faire des progrès. Non, il ne faut jamais désespérer, il faut vouloir, il faut retravailler sur le dialogue. Il faut cette communauté métropolitaine. Et je suis sûre que finalement, en travaillant beaucoup plus au niveau local, les petits problèmes qu'on a autour de la frontière bruxelloise, on trouvera plus de solutions que parfois au niveau ministériel. Alors, on va revenir sur le dossier du refus des visas pour cette famille syrienne qui fait polémique depuis plusieurs semaines. Mardi, Charles Michel est venu donner des explications à la Chambre. Il dit « Le gouvernement respectera l'état de droit, mais usera de toutes les procédures qui s'offrent à lui comme tout citoyen ». Est-ce qu'il vous a convaincu ? Quelle honte, hein. On a en tête les massacres en Syrie, les massacres à Alep. On a presque honte nous-mêmes de ne pouvoir rien faire, d'être impuissants face à l'horreur que vivent tant d'hommes, femmes, enfants. Et en Belgique, la réponse, c'est notamment on peut sauver une famille. La justice nous impose de sauver une famille, mais on ne le fait pas. On ne respecte pas une décision de justice. C'est d'une indécence et d'une honte sans nom. Vous ne pouvez pas entendre l'argument qui est le sien, qui est de dire qu'il ne revient pas à la justice de se substituer au gouvernement pour l'octroi d'un visa. Mais la justice ne s'est pas substituée au gouvernement. La justice, évidemment, a décidé sur base de lois existantes. Et sur base de cette loi existante, elle a imposé
de délivrer un visa, tout simplement. S'ils veulent changer les lois, qu'ils le fassent. Mais la justice fait respecter la loi. Donc le visa doit être donné. Le gouvernement ne le fait pas. Imaginez une seule seconde qu'un des membres de cette famille puisse périr sous les bombes et les assauts. Il y aurait une responsabilité individuelle des membres du gouvernement. Vous parlez de honte, mais on voit que ce dossier, notamment, ça soutient fort Theo Franken qui est pressenti pour succéder à la tête de la NVA, à Bart De Wever. Je pense qu'au sein de la NVA, M. Franken est fort apprécié. Je considère que c'est un homme qui est très belliqueux, il cherche continuellement le conflit, il est arrogant, il a beaucoup de cynisme, c'est un homme qui, au niveau socio-économique, est dans la droite extrême. Donc voilà, maintenant c'est le futur leader, semble-t-il, de la NVA et ça correspond bien au profil de celle-ci. Alors NVA toujours, vous recevrez Yann Yambon dans la commission attentat la semaine prochaine. C'était suite à une demande de l'opposition. Vous attendez quoi de cette audition ? Alors, on fait un travail de fond extrêmement important dans la commission sur les attentats terroristes. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, comment le 22 mars a été possible en Belgique. Est-ce qu'il y a eu des fautes individuelles? C'est notre système de sécurité qui ne fonctionne pas et on veut apporter des réponses. Et donc, avant le 22 mars, le moment de commémoration des attentats du 22 mars, on doit, nous, avoir pointé des responsabilités individuelles, mais surtout dire comment mieux préparer notre pays, comment améliorer notre architecture de sécurité. Et dans ce cadre-là, le ministre Yambon, le ministre Geens notamment, vont venir en commission. Alors, il y a une partie polémique avec le ministre Yambon. Rappelez-vous, juste après les attentats, il avait proposé sa démission. Et puis alors, il était revenu en disant « Tout compte fait, je ne présente plus ma démission parce que ce n'est pas mes services qui ont fauté, c'est la faute d'un homme. » Un agent qui était en Turquie. Exactement, un agent de liaison qui se trouvait en Turquie. Nous avons en commission entendu cet homme-là, cet officier de liaison, qui était un homme remarquable, mais remarquable, et on n'a pas pu détecter dans son chef une seule faute. Un homme remarquable pendant ses vacances. Il ne prend pas de vacances à la limite. Il travaille tout le temps, il prend des initiatives tout le temps, remarquable. Et donc on va interroger le ministre Yambon. Pourquoi il a pointé du doigt cet officier de liaison? Pourquoi avait-il voulu démissionner? Et quels sont, selon lui, les problèmes, quels sont les problèmes avec notre architecture de sécurité? Quid au niveau des services de renseignement? Est-ce que nos services doivent être mieux armés, mieux savoir écouter? Est-ce que nos services de police se parlent suffisamment entre eux? Est-ce que nous avons des méthodes qui sont un peu désuètes? Est-ce qu'il ne faut pas améliorer tout notre système informatique? C'est un petit peu vers cela que l'on va, ces questions-là, et surtout apporter des réponses. Il y a eu des auditions ici en début de semaine, notamment du directeur de la section terrorisme qui défendait son service, et puis du directeur aussi d'Europol qui conteste que la Belgique n'est pas très bien et failli finalement dans la lutte contre le terrorisme. Ça va à l'encontre d'une impression qu'on a d'une mauvaise communication un peu entre tous les services et finalement d'un manque d'efficacité. Oui, alors je vous l'ai dit, il y a eu des fautes individuelles, mais est-ce que ce sont des fautes volontaires ou sont-elles dues par une surcharge de travail inimaginable? Vous commencez à y voir clair parce que ça fait des mois que vous écoutez. Il y a un manque de capacité évident. Le nombre de personnes qu'on a entendues alors qu'elles sont en burn-out, en maladie de longue durée, il y a des agents, mais il y a une proportion inouïe dans nos services de police. Et donc voilà, donc c'est ce que l'on va détecter. Moi, je ne vais pas faire des conclusions maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu des fautes individuelles, mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème de fonctionnement dans nos services. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais je dis simplement qu'on doit encore les améliorer. Voilà, on aura les conclusions du premier volet, je pense, au mois de janvier. Donc le premier volet, c'était les services de secours, ça c'est terminé. Deuxième volet sécurité, on devrait l'avoir en janvier. Et puis pour le mois de mars, y compris sur le volet radicalisme de conclusion également. Alors, on vient à la mobilité bruxelloise. Ce matin, dans la presse, Didier Reynders attaque clairement Pascal Smet, le ministre de la Mobilité. Il dit qu'il prend des décisions sans concertation et que c'est un électron libre du gouvernement. Vous confirmez ? Non, je ne dis pas ça. Par contre, je dis que, vous connaissez, vous le recevez souvent ici, le ministre Smet. C'est un homme charmant qui a une
imagination débordante. Il a 50 idées à la minute. Ça peut être évidemment positif, mais pour gérer la mobilité à Bruxelles, qui est un des problèmes les plus importants, il faut beaucoup plus encore de rigueur et de rationalité. Et donc, c'est un peu cela qu'il faut continuer à travailler avec le ministre Smet pour apporter des solutions. Alors, la critique est toujours facile, les solutions sont plus compliquées. Je rappelle quand même aux libéraux que si on a traîné avec le métro, c'est notamment l'extension du métro, c'est parce qu'à un moment donné, les libéraux n'en voulaient pas de cette extension de métro. Donc, il faut chacun regarder dans son assiette. Mais la polémique ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est avancer. Mais est-ce qu'on Au peut niveau avancer, bruxellois. Est-ce qu'on peut avancer quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé sur le rond-point Louise? On a vraiment l'impression que Rudy Vervoort et Guy Van Hegel ont forcé la main à Pascal Smet pour revenir en arrière. On voit le plan taxi aussi qui n'avance pas. On l'attend depuis des mois et des mois. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage au sein du gouvernement sur les questions de mobilité? Mais non, il y a des problèmes. Rond-point Stéphanie, c'est vrai que les deux ministres ont mis le point sur la table. Et il fallait le faire, ça c'est clair. Mais pour le reste, regardez aussi ce qui avance. Quelle est la responsabilité au niveau de la mobilité en région bruxelloise? C'est de dire il faut diminuer le nombre de voitures en proposant une offre au niveau des transports en commun plus importante. Un plan de plus de 5 milliards d'euros a été déposé. Ça, c'est la responsabilité aussi du gouvernement bruxellois. Et ils le font. Il faut augmenter les propositions, notamment des pistes cyclables. Ils ont commencé, et ça va se poursuivre avec 124 km en plus de pistes cyclables. Des métros en plus, des trams en plus, des bus en plus, pistes cyclables en plus. 8000 places également de parking pour éviter aux voitures de rentrer dans Bruxelles. Oui, mais là, l'atterrissage est assez lent de ces parkings. Non, allez, regardez, parking C, les décisions ont été prises, 3000 places. Bon, il y a vraiment des choses qui avancent. Alors, il y a des points noirs, c'est une évidence. Qui dirait le contraire? Mais la responsabilité est aussi au niveau fédéral. Tant que vous n'aurez pas le RER, on continuera à avoir des problèmes. Et vous ça, avez il sera compris 400 à 500 000 nafteurs par jour à Bruxelles. Les Bruxellois prennent moins la voiture, plus les transports en commun. Alors, on est arrivé au terme de l'émission, mais vous allez me répondre simplement par oui ou par non. Alain Courtois, qui refuse de célébrer des mariages à des personnes qui refusent de lui serrer la main. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? C'est un peu médiatique parce qu'il a refusé, puis il a dit à un collègue de le faire. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Un fonctionnaire doit être neutre. Mais les personnes qui demandent un service, qui vont à la commune chercher un papier ou qui demandent à se marier, elles n'ont pas à être neutres. Ça, sinon, c'est un problème de liberté. Et moi, je ne badine pas avec la liberté de la population. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, c'est Jean-Jacques Deleu qui présentera un nouvel invité dans l'interview.